Merci beaucoup. Madame la Présidente, Excellences, chers collègues de la société civile, merci de m'avoir donné l'occasion de partager aujourd'hui quelques préoccupations et recommandations concernant mon pays, la République démocratique du Congo. Mon nom est Rebecca Kabou, je suis membre de la lutte pour le changement. Lucha est un mouvement citoyen congolais, non partisan et non violent, qui a été lancé en 2012 à Goma pour appeler au respect de la démocratie, des droits humains fondamentaux en RDC. Ma déclaration d'aujourd'hui portera sur 3 points essentiels. La situation actuelle dans le pays, notamment dans l'est de la RDC, l'impact de ces conflits sur la femme, l'importance cruciale de la participation politique des femmes et les rôles de la MONUSCO. La reprise des combats entre les forces armées congolaises FARDC et le mouvement du M23 a aggravé les tensions dans les régions ainsi que la crise humanitaire et des cas de violation des droits humains dans le pays. Alors que la région s'efforce de trouver des solutions pacifiques au conflit, le Rwanda, par son président Paul Kagame, a continué à apporter un appui militaire au mouvement du M23. Les rebelles du M23 ont tué 31 civils, dont 202 hommes, 17 femmes et 12 enfants au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés les 29 et les 30 novembre à Kishiche et à Bambo, 2 villages du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. En outre, la présence des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est a créé une grande inquiétude au sein d'une population déjà sous la menace constante de la violence et des abus de leurs droits fondamentaux. Les civils sont contraints de payer des taxes aux groupes armés pour rester en sécurité chez eux, et ceux qui ne peuvent pas payer n'ont d'autre choix que de fuir ou de risquer la violence. Cette situation a aggravé la vulnérabilité économique des femmes vivant dans un contexte de conflit. Il est bien connu que le conflit a eu un impact profondément négatif sur les femmes et les filles. Les violences sexistes ont augmenté de 80% en 2021 et pourtant l'accès de la justice reste difficile car les auteurs de ces crimes sont rarement sanctionnés, même le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la capacité de montrer l'exemple au reste du monde, grâce à son régime de sanctions, n'a inscrit qu'aucun nouvel individu ou groupe depuis 2020. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans une proportion considérable de femmes et les filles. Les femmes sont non seulement exposées au risque accru de violences sexuelles et sexistes, mais aussi aux maladies comme le choléra. Les femmes défenseurs des droits humains continuent d'être prises au cible par les autorités, faisant l'objet de menaces de mort, arrestations arbitraires, enlèvements et violences sexuelles et sexistes, de descentes dans des bureaux et des stigmatisation, le tout dans un contexte culturel d'impunité pour les violations des droits humains. Il est essentiel de surveiller et de signaler les attaques contre les femmes défenseurs des droits humains et artisans de la paix, d'autant plus que les mécanismes de protection existants se sont avérés inefficaces et dénués de toute dimension de genre. Malheureusement, il n'y a pas eu consultation avec la société civile sur le calendrier électoral. Les élections étant maintenant prévues pour décembre 2023, il est crucial de réfléchir sur la participation politique actuelle des femmes et des jeunes en RDC, ainsi qu'à leur espace civique pour s'exprimer.
Les femmes sont toujours confrontées à des obstacles fondamentaux pour accéder au bureau de vote, en particulier dans les zones rurales les plus reculées. Lorsque elles parviennent à accéder à un isoloir, les femmes doivent lutter contre les réticences découlant des stéréotypes liés au genre, ainsi que contre les obstacles pratiques tels que le manque d'informations sur les procédures de vote. Les candidates sont confrontées au manque d'informations, au manque de financement et à la violence sexiste. La Commission électorale indépendante, CENI, a annoncé récemment le calendrier électoral qui ne prévoit qu'un délai de 30 jours pour l'inscription électorale. Un délai aussi court est un obstacle supplémentaire à la pleine participation non seulement des femmes, mais aussi des personnes déplacées à l'intérieur du pays et personnes handicapées, en particulier dans les zones de conflit. La semaine dernière, le troisième cycle des négociations de paix en RDC a eu lieu à Nairobi. Lors de ces pourparlers de paix de Nairobi en avril 2022, il n'y avait aucune femme parmi les 30 délégués des groupes armés en RDC. Bien que les pourparlers les plus récents en novembre y incluent les femmes, la société civile, les femmes leaders continuent d'exprimer leur inquiétude quant au fait que le gouvernement de la RDC et la MONUSCO doivent assurer qu'elles sont pleinement et significativement incluses dans toutes les négociations actuelles et futures, compte tenu du rôle actif et essentiel que les femmes ont joué dans les efforts locaux de paix. Le ressentiment de la population à l'égard de la MONUSCO est accru. Notre peuple est frustré par le fait que la MONUSCO est présente en RDC depuis plus de 20 ans, mais qu'elle n'a pas été en mesure de mettre fin au cycle de violence ou de fournir une protection ou une sécurité adéquate aux civils conformément à son mandat. De plus, la fusillade d'au moins 12 personnes durant les manifestations anti-MONUSCO en juillet a encore exacerbé les rejets de la population à leur encontre. Un plan de transition clair et bien communiqué de la MONUSCO comportant d'importants éléments liés au genre est crucial pour une solution durable au conflit. La révision attendue de ce plan doit répondre à la norme établie par le plan actuel pour l'inclusion du genre et aller au-delà en articulant clairement des manières dont les perspectives de la société civile, des femmes informeront les évaluations des progrès. Nous demandons au Conseil de sécurité de veiller à ce que la MONUSCO assure la pleine protection des civils, en particulier les femmes et les filles qui continuent de vivre dans les zones touchées par les conflits. La MONUSCO doit aussi surveiller et rendre compte de toutes les violations des droits de l'homme, y compris les violations contre les femmes. Assurer que toutes les parties, y incluent les forces armées congolaises, les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est et la MONUSCO, agissent dans un cadre de respect strict des droits humains et du droit international humanitaire. Nous demandons aussi que les conseils de sécurité veillent à ce que leur mandat soit clair et complémentaire et que toutes les violations des droits humains soient évitées dans leurs opérations. Veillez à ce que les femmes participent pleinement et au même pied d'égalité à toutes les étapes du processus électoral à partir de l'inscription sur les listes électorales. Nous demandons aussi à la MONUSCO d'assurer la protection non seulement des citoyens à l'exercice de leurs droits de vote, mais aussi la protection pleine de femmes candidates, des observatrices et des administratrices, surtout dans les zones de conflit.
Rappeler aux parties prenantes dans le processus de paix, y inclut le processus de Nairobi et de Luanda, que la participation pleine et active des femmes est essentielle pour aboutir à une paix durable, comme établi dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Nous demandons au Conseil de sécurité de veiller à ce que le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et conditionné au respect des droits humains et à la protection des civils. Notamment, ce retrait doit être aussi conditionné à la mise en place d'un mécanisme de réforme du secteur de la sécurité. Nous demandons également aux États membres des conseils de sécurité d'exiger aux autorités congolaises d'engager rapidement ces réformes des services de sécurité, notamment l'armée, afin d'être capables de protéger les populations congolaises et leurs biens à travers l'ensemble du territoire national. Madame la Présidente, Excellences, aujourd'hui plus que jamais, le peuple congolais est confronté à des défis qui semblent insurmontables. Mais c'est dans ces moments comme celui-ci que nous ne devons pas désespérer. En tant que représentante de la société civile, nous n'avons pas perdu l'espoir de voir la paix s'installer dans mon pays un jour. Cependant, nous ne réussirons que si la communauté internationale, y compris vous, le Conseil de sécurité, nous soutiennent dans ces efforts. Je vous remercie. I thank Ms. Kabour for her briefing, and I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to France. Madame la Présidente, je remercie Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violences commises par le M23 à l'encontre de civils à Kichiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. Nous saluons la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs auteurs en justice. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Je reviendrai sur 3 points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. La France condamne avec la plus grande fermeté les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne. Hier, l'Union européenne a pris des mesures restrictives contre l'un de ses responsables. La poursuite des violences, en dépit du cessez-le-feu prévu par l'accord de Luanda le 23 novembre, sape les efforts de paix. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Pour permettre une désescalade, la France soutient les efforts régionaux à travers les processus de Nairobi et du Luanda. La France salue la conclusion de la 3e série de consultations intercongolaises dans le cadre du processus de Nairobi. Les engagements pris doivent déboucher sur des résultats concrets. Pour cela, il est urgent que les partenaires internationaux soutiennent financièrement le nouveau programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire. Pour lutter contre les groupes armés qui refuseraient de rendre les armes, une armée et une police congolaises professionnelles, formées et équipées
doivent monter en puissance. La France poursuivra son soutien en termes de formation à travers l'école de guerre de Kinshasa ou encore par l'entraînement des FARDC au combat en jungle. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. Le plan de réponse humanitaire demeure sous-financé. Il est urgent que l'aide de la communauté internationale se renforce. L'Union européenne fournira un demi-million d'euros pour la réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées dans les provinces du Maine-Dombe et du Kwilu, qui connaissent récemment des confrontations violentes. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulenge. La protection des enfants, la promotion des femmes et de la jeunesse sont des leviers de développement. La France continuera à appuyer ces objectifs. L'Agence française de développement vient de mobiliser 37 millions d'euros pour continuer à réduire les inégalités femmes-hommes et pour l'accès à une éducation de qualité en République démocratique du Congo. La France se félicite de la publication du calendrier électoral et de l'annonce de la date des élections prévue pour le 20 décembre 2023. Nous réaffirmons notre soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Les conditions doivent être créées pour la bonne tenue sur l'ensemble du territoire congolais. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations unies doit perdurer. Ce Conseil s'apprête à renouveler le mandat de la MONUSCO. Depuis plus de 20 ans, cette opération sauve des vies et elle appuie la stabilisation du pays. Elle a su adapter sa présence en se retirant des Kasaï et du Tanganyika. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. Pour cela, ces personnels doivent être protégés des attaques et des actes de désinformation. Je rends hommage à l'ensemble des personnels de la mission tombés cette année alors qu'ils servaient la paix. Les responsables de leur disparition ne doivent pas rester impunis. Enfin, alors que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a commencé à se déployer, la coordination et l'échange d'informations avec la MONUSCO seront clés. Les deux forces doivent poursuivre un objectif commun, la protection des civils dans le respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, la France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. Notre boussole est claire, la promotion de la stabilité et du dialogue, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Je vous remercie. I thank France for their statement, and I now give the floor to the United States. Thank you, Madam President. First, tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier le représentant spécial du secrétaire général, Mme Keïta, pour son intervention de ce matin. Je remercie Mme Kaboua et M. Matouki pour leurs exposés. Et je me félicite de la participation du ministre des Affaires étrangères de la RDC ce matin. Nous saluons également le rapport récent du secrétaire général sur la MONUSCO qui fait état de difficultés sécuritaires persistantes dans le pays. Ce rapport a répertorié 845 violations des droits humains et d'autres violences. Mais bon, la documentation n'est que la première étape d'un processus. Le gouvernement de la RDC doit engager la responsabilité de tous les auteurs des violations des droits humains. Nous aimerions remercier également le président Lorenzo Nduto ainsi que l'ancien président du Kenya, M. Kenyatta,
pour la façon avisée dont ils ont dirigé le processus de Nairobi afin d'essayer de désamorcer la crise qui perdure en RDC. Nous exhortons les groupes armés à déposer les armes, à arrêter de terroriser la population congolaise et à adhérer au processus de Nairobi afin de trouver des solutions politiques à leurs différends. Nous exhortons également toutes les parties à adhérer à l'accord obtenu à Luanda le 23 novembre dernier. Le groupe armé M23 doit retirer ses forces en préparation d'un désarmement. Ne nous y trompons pas. Le M23 constitue une menace grave pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble de la région. Ces forces se sont beaucoup trop rapprochées de Goma et c'est extrêmement dangereux. Et cela met à mal l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'est du pays. Nous devons protéger les populations civiles et veiller à ce que les besoins de première nécessité puissent leur parvenir. Le gouvernement et la MONUSCO doivent protéger Goma contre toute attaque, invasion ou contre tout siège par le M23. Nous appelons également à la cessation des hostilités de la part des forces qui viendraient soutenir le M23, mais pas uniquement. Il faut envisager justement comment le système de sanctions existant peut en venir à bout. Pour ce qui est du régime de sanctions, eh bien, nous prenons note de la requête faite par la région et la RDC d'assouplir les mesures de sanctions, notamment en ce qui concerne le transfert d'armes vers le gouvernement de la RDC, puisqu'une demande de notification a été faite auprès du Conseil. J'aimerais préciser que ces mesures de sanctions n'empêche pas pour autant le gouvernement de la RDC d'obtenir des armes pour se défendre ou de participer donc à la réforme sécuritaire. Au contraire, c'est important pour pouvoir protéger la population civile. Il faut que des opérations militaires puissent avoir lieu, mais il faut en effet que le gouvernement présente des notifications au Conseil conformément au régime de sanctions en vigueur. Et à cet égard, la RDC doit coopérer avec la MONUSCO et les acteurs humanitaires concernés. Enfin, Madame la Présidente, alors que les négociations relatives au renouvellement du mandat de la MONUSCO sont en cours, nous invitons le Conseil à faire front commun et à envoyer un message fort de soutien à la MONUSCO. Le gouvernement, la société civile et la communauté internationale ont tous une pierre à apporter à cet édifice pour répondre aux difficultés que traverse la RDC. Mais n'oublions pas le rôle primordial que joue la MONUSCO. Elle protège les civils et aide les institutions à aller pas à pas, à passer, disons, à traverser cette période de transition. Le retrait de la MONUSCO devra se faire de façon progressive et nous aimerions assurer la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keita, et la MONUSCO de notre soutien dans ce contexte. Merci beaucoup. La parole est à la... To the representative of Mexico. Muchas gracias. Primero que nada, México agradece a la representante especial, Bintu Keita, así como a la presidenta del Comité 1533, al representante de la Comunidad Africana Oriental y a la señora Rebeca Kabuo por sus presentaciones. Damos también la bienvenida al viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, así como a las delegaciones de Burundi y de Ruanda. Señora Presidenta, México condena de la manera más enérgica la ofensiva del M23 en Kivu del Norte, la cual ha afectado gravemente a la población civil y la estabilidad regional. Los informes recientes sobre las masacres de las poblaciones de Kishishe y Bambo son demostraciones claras de la brutalidad de esta nueva ola de violencia, la cual debe ser combatida por todos los medios. Dada esta crítica situación, así como las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda,
encomiamos los esfuerzos regionales en el marco de los procesos de Nairobi y de Luanda. Instamos a los participantes a asegurarse de que estos procesos avancen de manera coordinada y armónica para maximizar sus resultados positivos. Tenemos la firme convicción de que no hay soluciones puramente militares y que estas iniciativas regionales deben abrir espacios para el diálogo con el fin de resolver las causas de la violencia. En este sentido, damos la bienvenida a la conclusión del tercer diálogo intercongolés que tuvo lugar en Nairobi. Asimismo, respaldamos el acuerdo de cese al fuego anunciado en la última cumbre de Luanda. Conforme al llamado de los mandatarios de la región, el M23 debe de poner las armas y retirarse de las zonas que controla. De igual forma, México continúa atento al despliegue de las fuerzas regionales en el marco de la cooperación de la Comunidad Africana Oriental. Subrayamos que el éxito de esta misión depende en gran medida de que se comunique y se coordine con la MONUSCO y las Fuerzas Armadas de la RDC. Sus operaciones deben apegarse al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Señora Presidenta, en cuanto a la estrategia de salida de MONUSCO, tomamos nota de los pasos que se han tomado para la revisión del plan de transición de la misión. México considera que los eventuales ajustes a dicho plan deben tener como eje primordial garantizar la protección de la población civil, considerando la situación humanitaria y de seguridad. De igual forma, es esencial que la transición se desarrolle con base en las condiciones en el terreno y se dé de manera gradual y no precipitada. Resaltamos también la importancia de la pronta implementación de la Estrategia Nacional para el Programa de Desarme, Desmovilización, Reintegración Comunitaria y Estabilización, al igual que las reformas del sector seguridad. Ambas son claves para desarticular a los grupos armados y crear instituciones de Estado profesionales que asuman la responsabilidad de proteger y garantizar la paz. En esta misma lógica, consideramos fundamental continuar combatiendo el tráfico ilícito de armas que terminan en las manos de los grupos armados que desafían la autoridad estatal. Por otra parte, damos la bienvenida a la adopción de un calendario para las elecciones presidenciales y parlamentarias en el 2023. Estas deben ser un paso hacia la gobernanza más sólida e incluyente. Para concluir, señora Presidenta, México reitera su pleno apoyo a las labores de la MONUSCO, que este año ha enfrentado retos extraordinarios. Consideramos que el trabajo de esta misión continúa siendo fundamental para la estabilidad de la RDC y de la región, por lo que participaremos de manera constructiva en la renovación de su mandato. Muchas gracias. I thank the representative of Mexico for their statement. Gracias. Y voy a formular una declaración como representante de mi país. Gracias a la representante especial, Bintu Keita, y al secretario general de la Comunidad del África Oriental, Dr. Peter Matuki, por sus exposiciones informativas. Gracias también a la señora Rebecca Kabu por presentar la opinión de la sociedad civil al Consejo y también al viceprimer ministro y ministro de Exteriores de la RDC. Damos la bienvenida. Estamos preocupados por las actividades de los grupos armados que prosiguen y han dado lugar al asesinato de civiles, desplazamiento de población y una situación humanitaria muy difícil. El M23 está ampliando su control territorial en el este de la RDC y está avanzando hacia Goma, algo muy preocupante. En el pasado vimos que la captura de Goma por parte de grupos armados llevaron a devastaciones a gran escala y muchas muertes. Este ciclo prolongado de violencia en el este de la RDC no puede seguir siempre. El apoyo a los grupos armados, externo e interno, debe cesar de inmediato. Tomamos nota con inquietud también del aumento de la escala de los ataques por parte de las fuerzas aliadas democráticas, entre otras cosas, los artefactos explosivos improvisados, la amenaza del terrorismo en la RDC y la región. No la podemos pasar por alto, porque hay vínculos establecidos de los terroristas con los grupos armados. Las soluciones duraderas
tienen que ver con los esfuerzos diplomáticos. Nos complace el papel de la región y que haya un mayor margen político para el diálogo. Las decisiones de la minicumbre de Luanda del mes pasado se tienen que cumplir por los grupos armados, también el M23. La hoja de ruta de Luanda y el proceso de Nairobi son un marco prometedor para el diálogo y las conversaciones. Esperamos que los países de la región, sobre todo la RDC y Ruanda, aprovechen plenamente las iniciativas constructivas mencionadas. Nos complace también la asignación de $6 millones para empezar con la fase piloto del programa de desarme, desmovilización, recuperación económica y estabilización en el este de la RDC. Subrayamos la importancia de un compromiso duradero con resultados, una mayor participación de la comunidad y procesos transparentes en la ejecución de los proyectos. En este contexto, el desarrollo por parte de MONUSCO de una estrategia de comunicación para sensibilizar a los protagonistas del programa de PDDRCS será fundamental. Colegas, los cascos azules de MONUSCO han trabajado en contextos muy difíciles, operativos y políticos. La falta de claridad en el mandato de la misión y la creatividad en su interpretación ha hecho que sea más complejo. Eso ha hecho también que las expectativas de la población y lo que podía hacer MONUSCO fueran muy dispares. Por eso hay sentimientos anti-Naciones Unidas entre la población y las autoridades de la RDC y está claro que la credibilidad de la misión se ha socavado. Debemos reiterar la importancia de la ejecución de la Resolución 2589 para disuadir de la cultura de la impunidad con mayor rendición de cuenta por los delitos cometidos por los cascos azules. Somos uno de los países que aportan contingentes y reconocemos los retos del mantenimiento de la paz en el este de la RDC y estamos muy comprometidos con la ejecución del mandato de la MONUSCO. Se acerca la renovación del mandato de la MONUSCO y reconocemos los esfuerzos para una transición sistemática y el plan de transición conjunto entre MONUSCO y las autoridades de la RDC. Sin embargo, la valoración de los progresos debe ser realista. La situación sobre el terreno es lo que debe guiar una reducción eventual y se deben garantizar los logros en las violencias que solían caer en la violencia de las provincias más afectadas. Debe reforzarse también la autoridad estatal y los órganos de seguridad y las instituciones de justicia. La transición en una eventual salida de MONUSCO debe ser gradual, responsable y ordenada. Por último, encomiamos a que se esté haciendo frente a la situación de seguridad en la región oriental y nos complacen los preparativos para las próximas elecciones y el marco democrático incluyente. India tiene relaciones de larga data con la RDC y recordamos con suma satisfacción nuestra contribución para proteger su integridad territorial en marzo de 1961 durante la crisis de la provincia de Katanga. Y estamos comprometidos de cara al futuro a hacer lo que nos competa para apoyar a la población de la RDC para que haya una paz duradera, estabilidad y prosperidad. Gracias. Voy a reanudar ahora mis funciones como presidenta del Consejo. Y antes de dar la palabra, quisiera señalar a la atención de los oradores el párrafo 22 de la nota 507, que alienta a todos los participantes en las reuniones del Consejo a formular sus declaraciones en 5 minutos a lo sumo, a tenor del compromiso del Consejo de Seguridad de aprovechar con mayor eficacia los debates públicos. Doy la palabra a continuación a la representación del Congo, excelentísimo señor Christophe Lutundula Apala Penapala, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo. Señora presidenta. Je voudrais d'abord solliciter votre indulgence pour vous dire que j'aurais souhaité intervenir le dernier de manière que j'ai la possibilité de rencontrer les préoccupations de tous les intervenants sur un débat qui concerne mon pays, et mon pays seul en tout cas, à l'ordre principal. Je ne peux pas faire autrement. Vous avez ordonné des interventions, mais je voudrais avoir la possibilité, au cas où j'estime que sur tel ou tel point,
il faudra qu'il y ait de la clarification et que j'apporte ma contribution. Madame la Présidente du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des pays membres du Conseil de sécurité, je voudrais d'abord, au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République démocratique du Congo, vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je l'ai suivi à travers vos interventions, ce qui témoigne l'importance que vous accordez à la RDC et l'intérêt que vos pays portent à la solution de la crise qui la secoue aujourd'hui depuis pratiquement 23 ans. C'est quand même un cas un peu particulier. Permettez-moi également de vous remercier sincèrement de me donner, une fois de plus, l'occasion de faire avec vous, ces jours, l'état des lieux de la crise sécuritaire quasi chronique qui continue à ravager l'Est de mon pays, la RDC, et à martyriser ces populations, je vous ai dit, depuis 23 ans. En effet, le 31 mai de cette année, qui s'achève, j'ai eu le privilège de m'adresser à votre institution, la plus haute instance de décision des Nations Unies en matière de paix et de sécurité dans le monde, réunie en sa 9550e séance. M'adresser à votre institution sur cette situation douloureuse, ses conséquences néfastes sur la stabilité et le développement tant de la RDC que de la région des Grands Lacs et sur les pistes de solutions à suivre. À l'issue de vos délibérations, la présidence du Conseil a publié à l'époque, au nom du Conseil, c'était le 3 juin 2022, une importante déclaration exprimant sa position et ses recommandations pour mettre fin à la crise. Mais auparavant, la communauté d'Afrique de l'Est s'est saisie du dossier et a déclenché une dynamique de restauration de la paix dénommée processus de paix de Nairobi, dynamique soutenue non seulement par l'Union africaine, notamment à travers son Conseil de paix et de sécurité, mais aussi par la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC, et par les partenaires internationaux bilatéraux et multilatéraux. Des positions prises par tous ces acteurs internationaux, il s'est dégagé, sinon l'unanimité, à tout le moins, un très large consensus sur l'approche et les éléments constitutifs d'une solution durable à la crise sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Ces éléments sont les suivants. Le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de la RDC. 2. La condamnation des activités de groupes armés opérant dans la province orientale, dans la partie orientale du territoire congolais en général et du mouvement du 23 mars, M23 en particulier. 3. L'exigence de l'association immédiate et sans condition de ces activités et spécialement des attaques du M23 contre l'opposition des forces armées de la RDC et de troupes de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO. Quatrième élément, le retrait sans délai ni condition du M23 des zones occupées. Cinquième élément, le retour des personnes déplacées de guerre à leur domicile. Sixième élément, la cessation de tout soutien aux groupes armés opérant à l'est de la RDC et au M23. Septième élément, le soutien au processus de Nairobi et de Luanda. Huitième élément, l'organisation des dialogues politiques internes par les chefs d'État de la région avec les groupes armés de leurs pays respectifs en vue de leur retour au bercail. Neuvième élément, la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en vue de la réintégration sociale des anciens combattants des groupes armés. Et enfin, dixième élément, le règlement par le dialogue des différends entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda en vue de la normalisation de leurs relations et de l'instauration d'un climat favorable à la coopération régionale. On peut considérer que
toutes ces pièces constituent en fait un plan de retour de la paix au Congo et dans la région, un plan consensuellement admis par la communauté internationale. Il est resté alors de mettre en application tous ces éléments de solution. Afin de matérialiser ce plan de paix issu du consensus international, le chef d'État de l'Angola, son Excellence João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda, le chef d'État du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, et le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se sont réunis à Luanda le 23 novembre dernier en mini-sommet avec la participation du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, représentant son chef d'État, Paul Kagame, et de l'ancien président du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, médiateur de la CAE. À l'issue de ce mini-sommet, les chefs d'État susmentionnés ont signé, au nom de l'Union africaine et de la Communauté d'Afrique de l'Est, un communiqué final contenant le chronogramme de réalisation des différentes actions convenues par les parties prenantes du processus de Nairobi et de Luanda, assorties des garanties de bonne fin. Et c'est très important. Ces garanties sont lesquelles? Ces garanties sont constituées par l'implication au plan politique et diplomatique de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté d'Afrique de l'Est. Et sur le terrain militaire et sécuritaire, la garantie, c'est l'intervention de la force régionale de l'Afrique de l'Est aux côtés des forces armées de la RDC avec l'appui de la MONUSCO afin de forcer les M23 et les autres groupes armés qui refuseraient de se plier aux exigences de la communauté internationale, de déposer les armes et de saisir l'offre de paix offerte par leurs chefs respectifs. Cependant, en dépit de ces garanties, encore non opérationnelles pour le moment, la République démocratique du Congo reste sceptique quant à la volonté du Rwanda et de son protégé du M23, qui ont toujours rejeté avec arrogance et mépris les décisions et recommandations des instances internationales, leur volonté de le respecter cette fois-ci. Au demeurant, comme pour défier les instances internationales, vous l'avez dit, vous l'avez regretté vous tous, les M23 n'a pas tardé de marcher sur le communiqué final de Luanda, 5 jours seulement à peine que ce communiqué a été publié en commettant un crime grave par le massacre le 28 novembre et le 28 novembre dernier d'environ 200 personnes, dont des enfants, à Kishiché et Bambou, dans le territoire de Rutshuru, sous son contrôle. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas rester indifférent face à une tragédie qui relève du crime contre l'humanité. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut sanctionner. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC demande au Conseil de condamner fermement ces crimes odieux, bien sûr, mais d'ordonner aussi une enquête internationale indépendante pour en établir les responsabilités et punir sévèrement les auteurs matériels et intellectuels. Ceci dit, pour sa part, le gouvernement congolais prendra toujours ses responsabilités en pareilles circonstances. D'ailleurs, je peux vous le dire, déjà, la justice congolaise en est déjà saisie pour dire froidement et objectivement les droits. Vous en doutez, ce comportement réfractaire et criminel du M23, porté à bout des bras par les autorités rwandaises, démontre à l'évidence que le défi à relever à ce jour est de réaliser sur le terrain les actions préconisées par la communauté internationale pour la solution de la crise et d'imposer
la paix aux groupes armés à l'est de la RDC. J'ai dit bien d'imposer la paix. À cet effet, il est impératif pour le gouvernement de mon pays de reconditionner, je dis bien reconditionner la MONUSCO et de supprimer toutes entraves au renforcement des capacités des forces armées de la RDC. Aussi, l'enjeu majeur lors de la présente session du Conseil de sécurité réside-t-il dans sa capacité d'apporter des réponses adéquates et efficaces à ces deux exigences fondamentales s'il veut réellement mettre fin aux activités de groupes terroristes au Congo et restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Je vous interpelle. S'agissant de la MONUSCO, le Conseil de sécurité ferait œuvre utile de prendre en compte dans ces délibérations ce qui suit. Primo, l'interpellation forte de Congolais qui estiment, à bon droit et au vu de résultats sur le terrain, que globalement, 23 ans après l'intervention de l'ONU, par la MONUC d'abord, devenue MONUSCO, cette intervention n'a pas rencontré des attentes des Congolais et même de la communauté internationale, et sa poursuite sur le mode opératoire actuel ne se justifie plus et ne promet pas de résultats. Sur ce point, je tiens à rappeler, au nom du président de la République et du gouvernement congolais, qu'il il ne peut y avoir ni crise, ni volonté quelconque de rupture entre la RDC et l'ONU. Bien au contraire, notre souci commun est d'améliorer notre collaboration et la crédibilité des Nations Unies dans la région, dans la gestion de la délicate de cette crise fort complexe. Bien plus, il ne convient pas, en effet, que l'attitude du Conseil lors de cette session soit interprétée, je voulais dire, à tort, comme du mépris et du défi au peuple congolais, ce qui ne rendra service à personne. En tout cas, pour réussir sa mission à RDC, la MONUSCO ou toute autre institution de l'ONU ou même de l'Union africaine a besoin du soutien des Congolais eux-mêmes. Et nous devons travailler à ça. Secundo, il faut tenir compte aussi de l'aveu sincère, courageux, de l'impuissance de la MONUSCO de neutraliser le mouvement terroriste du M23, plus armé qu'elle, aveu qui a été fait par le secrétaire général de l'ONU lui-même, la plus haute autorité politico-administrative de l'ONU, tenir compte aussi de son appel au renforcement des moyens de la MONUSCO. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, quelle qu'ait été l'utilité, sinon la nécessité, l'importance du rôle de la MONUSCO, il faut reconnaître qu'elle a des faiblesses qui doivent être redressées pour la rendre plus efficace et plus utile. Procéder autrement, c'est condamner cet important instrument de paix de l'ONU à l'échec. Certes, les faits que nous avons vécus sont graves et nous ont ébranlés de deux côtés, rassurez-vous. Cependant, et je le dis à Mme Bitou, le chef de l'État lui a dit aussi, le Premier ministre aussi, nous devons, dans la sérénité, la responsabilité, avec moins d'émotion, réfléchir et trouver des solutions qui conviennent pour redresser la barre de la MONUSCO, pour redresser la barre de l'image des Nations Unies au Congo et pour nous permettre, nous tous, de travailler ensemble. En somme, la RDC attend de cette session la clarification par le Conseil de sécurité du mandat
de la MONUSCO dans le contexte actuel. Il y a une sorte d'ambiguïté qui ne dit pas son nom, qui couvre ce mandat, qui crée la confusion et peut-être qui aggrave les frustrations. S'agit-il d'une force de maintien de la paix, peacekeeping? S'agit-il d'une force d'imposition de la paix, peacemaking, ou bien les deux à la fois? Cette clarification permettra de redimensionner les attentes vis-à-vis de la MONUSCO. Elle permettra de mieux circonscrire son champ d'action et d'éviter des malentendus et pourquoi pas des procès d'intention sous les glissements du mandat de la MONUSCO vers une sorte de mission politique spéciale, glissement qui risque d'être perçu comme une velléité d'ériger la MONUSCO en pôle de gouvernance parallèle au gouvernement de la République. Ce serait contre-productif. Il est clair que la préférence de la RDC est de voir la MONUSCO concourir à l'imposition de la paix aux côtés des FARDC et de la force régionale de l'Afrique de l'Est, car le maintien de la paix suppose qu'elle est préalablement rétablie, ce qui n'est pas encore le cas à l'est du pays. Et lorsqu'on dit que la MONUSCO a la mission de sécuriser la population civile, c'est encore de la confusion. Assurer la sécurité de la population civile, c'est contre un danger, c'est contre une menace à l'intégrité physique, menace au patrimoine. Peut-on assurer la sécurité de la population civile sans être en mesure de répliquer une attaque contre la population civile? C'est ça la question de fond. Au demeurant, c'est le renforcement du mandat de la MONUSCO, auquel la RDC appelle, rencontre aussi les attentes des chefs d'État signataires du communiqué final du sommet de Luanda, en appelant la MONUSCO en appui à la force régionale et au FARDC pour garantir la mise en œuvre du chronogramme prévu. Vous trouverez dans le chronogramme. Si la MONUSCO n'a plus d'importance au Congo, les chefs d'État n'allaient pas faire appel à l'appui de la MONUSCO. Toutefois, contrairement à ce qu'on peut dire, le renforcement de la MONUSCO ne peut en rien contrarier ni freiner le programme de son retrait progressif, responsable et durable décidé par la résolution 2556, je crois, 2021, qui est déjà en exécution. Madame Bintou vous l'a dit, au Katanga, au Kasaï. Et le programme qui, de l'avis de mon gouvernement, peut raisonnablement se situer à un autre horizon, un peu plus rapproché que celui de 2024. Nous avons pensé à la fin de 2023, je dis bien c'est un horizon, je dis bien que c'est la continuité. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on s'arrête avec le retrait. Il a commencé, il s'est étendu, maintenant il est question de cibler les zones de retrait, les zones de la continuité, et avec quel mandat, encore une fois. Et cela, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a dit à Mme Bintou, cela ne peut pas, ce retrait, se faire avant la tenue des prochaines élections générales au Congo. Et à propos des élections, je n'ai plus de détails. Mme Bintou nous a fait un rapport complet. La machine est en marche. Il n'y aura rien qui va arrêter la machine. Nous allons continuer. Je suis content de vous apprendre, dire, vous tous, que vous appuyez la réévaluation. Mais il faut conclure avec la réévaluation positivement. Je vous rassure, je vous répète, au nom du président Tshisekedi et du gouvernement, que nous ne ferons pas de réévaluation seuls. On la fera avec la MONUSCO, avec les Nations Unies, et nous tirerons ensemble les conclusions pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Il va de soi que cette consolidation du mandat de la MONUSCO à laquelle la RDC appelle impliquera l'augmentation de ses ressources et de ses instruments de combat, l'entrée de la brigade d'intervention FAIB dans les opérations militaires conjointes avec les FARDC et la force régionale
comme ça a été le cas en 2013, ce n'est pas la première fois, bien sûr, en concertation avec les pays contributeurs de troupes, ainsi qu'une meilleure coordination des actions avec les FARDC, la force régionale de l'Afrique de l'Est. Et à cet égard, la RDC se félicite déjà de constater que le commandant des FARDC, de la MONUSCO, je reprends, de la MONUSCO et de la force régionale se sont déjà réunis du 28 au 30 à Goma pour harmoniser, pour savoir comment ils vont aller ensemble pour établir la paix. Il faut encourager ça. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, quant à l'obligation de notification au comité de sanctions de l'acquisition et de la fourniture de certains types d'armes et munitions à la RDC, le gouvernement congolais, à la suite du message de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement réitère sa demande adressée au Conseil de sécurité par les biens du président du comité de sanctions de lever cette obligation injustifiée, humiliante pour la RDC et perçue, malheureusement, par le peuple congolais et ses dirigeants comme une stratégie d'affaiblir leur pays et de l'exposer à la merci de ses ennemis. Et ce, nous avons cette perception pour les raisons ci-après. Premièrement, le régime de sanctions, vous dites bien le régime de sanctions, a été établi en 2004. Et à l'époque où la RDC était encore divisée en 3 entités dirigées par 3 gouvernements, dont 2 de gouvernements rebelles. Ce régime n'est plus justifié. Depuis les élections de 2006, les pays ayant été unifiés et ayant repris la vie républicaine d'un État normal, dirigé par un seul gouvernement national, élu par l'ensemble du peuple congolais et reconnu par la communauté internationale. On ne peut plus comprendre que le Conseil continue quelque part à traiter le gouvernement congolais comme celui d'un groupe rebelle et terroriste. Contrairement à ce que vous pensez, cette restriction a entamé l'honorabilité et la crédibilité de mon pays sur le plan international. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a pas longtemps, moi, je suis ministre des Affaires étrangères, je reçois des réclamations, des interventions. Il y a des transporteurs, il y a des banquiers qui ne veulent pas traiter avec nous parce que nous avons la saleté que les Nations Unies ont jetée sur notre pays. Deuxième raison, la RDC est un pays post-conflit qui doit organiser son armée, sa police et ses services de sécurité. Ce qui se passe au Kivu ne finira que quand nous aurons terminé la réorganisation de notre armée. La RDC fait face, vous le savez, en plus, aux forces négatives, au terrorisme islamiste. Elle ne peut pas réussir cette réorganisation ni éradiquer le terrorisme sans avoir la liberté et la facilité de doter ses forces de défense et de sécurité des équipements performants pour accomplir ses missions régaliennes. Aucun État à sa place ne ferait le contraire. Troisième raison, le renouvellement du leadership militaire de la RDC est en cours. Ceux qui suivent savent que le président Tshisekedi a amorcé depuis un temps les changements de leadership militaire dans notre pays. Il n'est pas fondé, il n'est pas juste d'imputer au nouveau chef de FARDC les défauts et les fautes prêtées à leurs prédécesseurs accusés de collaborer avec les groupes armés. Quatrième raison, la réalité des rapports d'enquête de groupes d'experts de l'ONU et d'autres sources nationales et internationales indépendantes ont établi que les groupes armés en RDC sont approvisionnés en nombre de troupes et en armes, même sophistiquées, que même la MONUSCO n'a pas, qu'elle n'a pas, que ces groupes n'ont pas, par des pays voisins. Soumettre la RDC à l'obligation de notification, c'est-à-dire à la fois
ce serait à la fois l'affaiblir en faveur de ses ennemis, non assujettis, eux, à une telle contrainte, et peuvent acheter des armes et donner aux rebelles pour nous combattre. Mais nous, on ne peut pas s'équiper. Cela expose aussi notre pays à un autre danger. Tous les États tiennent au secret défense. Le secret défense pour la RDC n'existe pas, il est sur la place publique, c'est parce que même pour une machette, il faut déclarer. Cinquième raison, la RDC est en guerre, dressée, même à travers les fournisseurs, des entraves à la montée en puissance de son armée, notamment avec matériel de guerre performant, c'est l'affaiblir et la livrer en pâture à ses ennemis. Sixièmement, la RDC n'est ni fabricant, ni importateur des armes nucléaires, chimiques ou de destruction massive pour qu'on puisse justifier sa mise sous haute surveillance des Nations Unies. Septième raison, et c'est important, des mécanismes ont été créés au niveau régional dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda et sont déjà opérationnels. Mécanisme ad hoc de vérification, ça existe, avec les Angolais. La force régionale de la communauté Afrique de l'Est existe pour neutraliser tous les groupes armés en RDC. Si le Conseil de sécurité estime que le système actuel de notification n'empêche pas la RDC de s'équiper, de se réorganiser, pourquoi alors le maintenir? À quoi sert-il? On parle de sanctions. Pourquoi sommes-nous sanctionnés? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, si dans la résolution qu'il adoptera à l'issue de cette délibération, il peut plaire au Conseil de sécurité d'arriver à opérer un reconditionnement de la MONUSCO et à lever l'obligation inutile et injustifiée de notification des achats de matériel de guerre qui frappent injustement la RDC, nous aurons toutes les raisons de croire à une volonté réelle de l'ONU de mettre fin définitivement à la crise sécuritaire en RDC, de contribuer à la paix, la stabilité dans la région des Grands Lacs. Personne ne pourra alors avoir rien à reprocher aux Nations Unies. Il est nécessaire d'adopter une résolution d'apaisement plutôt que de surenchère. Je vais terminer. C'est le moment aussi de renouveler l'appel du Conseil de sécurité aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux d'honorer leurs engagements à financer le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation afin de réaliser ce programme nécessaire à la réinsertion sociale des anciens combattants de groupes armés. Ce qui s'est passé à Nairobi, on en a parlé, je n'y reviens plus. Et je termine. Je voudrais, au nom du chef de l'État et du gouvernement de la RDC, apaiser davantage la communauté internationale sur le discours dont on parle de haine tenu contre les rwandophones qui seraient menacés en RDC en affirmant solennellement ce qui suit. Le peuple congolais n'est pas contre le peuple rwandais. Un peuple frère avec lequel il est condamné à vivre pour l'éternité. Seulement, il s'insurgera toujours contre les dirigeants belliqueux aux velléités hégémonistes qui s'évertuent à transformer l'Est de la RDC en zone d'influence et de libre exploitation où ils pillent à satiété ses ressources naturelles. Les Congolais combattront de toutes leurs forces cette race de leaders, d'où qu'ils viennent, ennemis de la prospérité, du rayonnement de leur pays, de la coexistence fraternelle entre le peuple et de la paix dans la région des Grands Lacs. La solution des problèmes des citoyens congolais à quelques communautés qu'ils appartiennent relève de la compétence exclusive des institutions congolaises. Le destin des Congolais, dits rwandophones, ne se jouera jamais ailleurs en Afrique ou dans le monde qu'en RDC dont ils sont des nationaux. C'est donc de l'imposture et de l'instrumentalisation de nos compatriotes que de se positionner en défenseurs de leurs intérêts en agressant le pays dont ils se réclament la nationalité. Les interférences des dirigeants rwandais dans les affaires intérieures de la RDC
ne résoudront aucun problème congolais. Bien au contraire, elles attisent des tensions intercommunautaires au Nord Kivu et fragilisent l'unité nationale du Congo, notamment en donnant l'impression à certains Congolais qu'il y a d'autres qui sont portés par les pays étrangers contre leurs concitoyens. Cela est dangereux et compromet toute possibilité d'établissement de relations de bon voisinage, de coopération entre la RDC et le Rwanda. J'appelle l'attention de nos partenaires extérieurs, de la communauté internationale, de ne pas tomber dans les pièges de cautionner directement ou indirectement de telles interférences. Imaginez qu'en Afrique, continent fracturé en petits morceaux par la colonisation, chaque État s'octroie le droit d'intervenir sur le territoire d'un autre au motif qu'une partie de sa communauté serait exposée à une menace. Ça n'en finirait jamais en Afrique parce que tous nos pays ont des populations transfrontalières. C'est très important. Je voudrais corriger, je crois l'ambassadeur de France, Bitakuira n'est plus député. Parce que l'ambassadeur a dit député. Ce n'est pas un député actuellement au Congo. Madame la Présidente, je vous remercie. Comme ne cesse de le dire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite, « L'Afrique a mieux à faire que ça. L'Afrique n'a que faire de guerre. Le peuple congolais n'est pas et ne sera jamais génocidaire. Je vous remercie. » I now give the floor to the representative of Burundi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la délégation du Burundi voudrait féliciter la présidence indienne de ce mois de décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies et vous réaffirme par la même occasion tout son soutien à votre mandat. Je salue la participation à cette réunion de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC et du représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies à New York. La délégation du Burundi se réjouit du rapport du secrétaire général des Nations Unies et des briefings bien détaillés qui ont été faits par Mme Bintou Keïta, Pita Matuki et Mme Rebecca Kabuo, respectivement représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, secrétaire général de l'EAC et membre de l'association de lutte pour le changement. La délégation du Burundi voudrait réaffirmer son engagement ferme à tout faire pour le retour de la paix et la sécurité à l'est de la RDC. À cet effet, le Burundi se rangera toujours du côté de la solution et de toutes les initiatives aussi bien régionales que multilatérales de recherche de la paix, la sécurité et la stabilité. Le Burundi se félicite des résultats du processus de Luanda et Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc le 9 novembre 2022 et la poursuite du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le nord et sud Kivu. À la suite des contenus des communiqués sanctionnant les processus de paix de Nairobi, le processus de Rwanda et la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022, c'est une évidence que la mission de recouvrement de la paix est une mission digne, mais immense, qui interpelle l'appui politique, diplomatique, logistique et financier de la communauté internationale au processus de Nairobi relatif aux opérations militaires des forces de l'EAC, sans oublier d'appuyer logistiquement le dialogue intercongolais. Le moment est venu de tirer les véritables leçons sans faux fuyant et de repenser le mandat de la MONUSCO à la lumière de la conjoncture actuelle. Tout en saluant le travail immense réalisé par la MONUSCO en RDC, la présence d'une force régionale appelle de facto
à un réajustement de son mandat pour la coordination des efforts militaires entre les forces armées de la RDC, la MONUSCO et le déploiement de forces de l'EAC, et ainsi pouvoir être à mesure de sécuriser les zones où pullulent les forces négatives et terroristes constituées de groupes armés locaux et étrangers. Ce faisant, la MONUSCO se chargerait des missions passives, entre autres, et la force régionale des missions actives et opérationnelles, particulièrement à l'est de la RDC. En s'appuyant sur certains éléments du rapport du secrétaire général des Nations Unies et en raison de la situation sécuritaire et humanitaire des plus déplorables, la délégation du Burundi voudrait lancer un appel à la communauté internationale à plus d'implication pour mettre fin à la détresse et aux souffrances des civils innocents, des femmes, des enfants, des personnes âgées, tout en insistant sur l'impact des déplacements forcés sur la production agricole des populations vivant à l'est de la RDC et l'importance de prendre des mesures préventives et relatives. Car si rien n'est fait, une crise humanitaire sans précédent est à craindre. En raison de la persistance des forces négatives et terroristes qui constituent une menace pour la paix et la sécurité, la délégation du Burundi se réjouit des consultations intercongolaises inclusives dans le cadre du processus de l'EAC qui atteste une fois de plus l'engagement de la région au retour de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. La délégation du Burundi croit fermement aux chances de la paix dans la région, la guerre étant la pire des options dans tout conflit, dans la mesure où elle ne fait que créer plus d'angoisse, provoquer l'effusion de sang de personnes innocentes, augmenter le nombre des orphelins et fait sombrer l'avenir d'un État, d'un peuple, de toute une région. Le Burundi se doit de tout faire pour éviter l'effet domino, l'embrasement de toute la région, et la diplomatie régionale est à l'œuvre, même si la poudre des canons sent de plus en plus. Toutefois, rien ne viendra à bout de la détermination de son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'EAC, qui puise dans l'expérience burundaise et dans sa sagesse les outils nécessaires pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans la sous-région. Eu égard à tout ce qui précède, l'espoir reste. La paix et la stabilité sont possibles à l'est de la RDC et dans notre sous-région d'Afrique centrale et orientale, mais à une condition, celle de voir tous les pays de la région et la communauté internationale tout entière s'inscrire dans la logique des processus régionaux visant à neutraliser les forces négatives et terroristes qui sèment la désolation en RDC afin d'espérer tourner définitivement la page de la guerre pour ouvrir une nouvelle page qui marquera un nouveau départ pour la paix, la stabilité et le développement dans notre sous-région. Je vous remercie. I thank the representative of Burundi for his statement. His Excellency Mr. Christophe Lutundula Appala Pen Appala, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo, has asked for the floor to make a further statement. I give him the floor. J'avais demandé la parole juste pour 2-3 minutes. Le problème des FDLR, je n'ai pas voulu l'aborder pour 2 raisons. La première raison, le 20 septembre de cette année, dans la grande salle de l'Assemblée générale, je voudrais rappeler à la mémoire des Nations Unies, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel
à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux, à toutes les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, aux dirigeants rwandais et à toute personne physique et morale qui a des informations sur un chef FDLR qui est quelque part au Congo, sur un périmètre du Congo où se trouvent stationnés les FDLR, sur des attaques des FDLR avec la FARDC en territoire rwandais, qui ont des informations sur une activité quelconque, politique, même pas militaire, contre le Rwanda, de nous le dire. Le président l'a dit ici aux Nations Unies. Ça fait maintenant 3 mois, nous attendons qu'on nous dénonce ça. La deuxième raison, c'est que, je vous ai dit, il existe actuellement un mécanisme ad hoc convenu avec le Rwanda à Luanda, un mécanisme de vérification des accusations des uns contre les autres, dirigé par un officier général angolais. Ce mécanisme est actuellement en activité à Goma, assisté par un officier de liaison congolais en général et par un officier de liaison rwandais, j'espère qu'ils l'ont nommé. Donc, c'est une recette qui ne paye plus, parce qu'il y a des mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous ne connaissons pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères, systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner. I thank